Salut à tous, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler de mes dernières lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Alors ça y est, je reviens pour la dernière fois pour vous parler des lectures de Pumpkin Autumn Challenge. Je vous ai déjà fait 2 vidéos et celle-ci ce sera la dernière. À l'heure où je vous parle, il me reste 2 lectures à faire, une que j'ai insérée dans le Black November et une deuxième que je ne lirai pas maintenant, je pense que ce sera plus sur décembre ou janvier. Mais sinon pour le reste j'ai tout lu. Je suis un petit peu en retard au niveau des films, mais après, ça comme je vous en parle pas, c'est pas très grave. Mais sinon j'ai rempli mon contrat, j'ai lu tout. Tout ce que je vous avais parlé, toute ma sélection a été lue. Donc je reviens avec vous d'abord avec une petite série de mangas, donc édité chez H2T. Donc c'est Wandering Souls de Zelian. Donc le tome 1. Le tome 2. Et d'ailleurs le tome 2 a eu le prix des collèges au festival d'Angoulême. Donc ce qu'il faut savoir et que moi je ne savais pas au début quand je vous en ai parlé, c'est que c'est un manga français. Donc je vais vous remonter un petit peu du dessin. Voilà, si vous voulez une petite idée. Donc c'est un artiste français et je trouve ça pas mal de mettre en avant aussi les artistes de chez nous. Donc il y a même des petites images couleurs au début du récit. Donc une petite histoire en 2 tomes. Donc moi je connaissais ni l'autrice, du moins la mangaka, ni la maison d'édition. C'est suite... j'ai vu ça sur, je ne sais plus, sur une ou 2 chaînes Booktube, je ne sais plus exactement. Une lecture assez sympathique, alors j'en ressors un petit peu mitigé. Alors ici on va suivre, alors, je suis désolé, je vais devoir relire plus ou moins le résumé pour vous en parler parce que c'est des lectures qui datent du mois dernier. J'ai lu ça il y a plus d'1 mois, donc mon cerveau est un gruyère, il est blindé de trous, donc c'est compliqué de me remettre. Donc on va suivre Eten, qui est une jeune orpheline qui vit dans un village de chasseurs au cœur des montagnes. Et elle a une capacité assez spéciale, elle peut communiquer avec les dépouilles d'animaux. Et du coup, elle est un peu refoulée par toute la tribu avec laquelle elle vit, qui la prennent un peu pour une folle. Donc ils la mettent de côté. Jusqu'au jour où, sans le vouloir, Eten, elle tombe. Donc une chute mortelle où elle aurait dû mourir. Et elle arrive à se régénérer et elle se relève. Mais elle fait peur à tous les villageois et suite à ça, ils la bannissent. Donc du coup, elle va commencer à se balader dans les bois jusqu'à un moment où elle va tomber sur un temple. Et elle va faire une rencontre inattendue. Elle va rencontrer... ce personnage, alors je ne sais plus son nom, je vais vous dire ça parce que je ne sais plus. Et ce personnage s'appelle Z. Et du coup elle va se rendre dans un temple où Z va lui expliquer qu'elle est prisonnière ou qu'il. Je crois que c'est un garçon ou une fille, je ne sais plus. Enfin bref. Qui est prisonnier du temple et qui ne peut plus en sortir. Et il lui explique qu'il est le premier Shagai. Et les Shagai c'est des esprits de la forêt. Ils vont être après suivis par une petite chèvre. La chèvre, elle se présente comme ça. Elle est morte, mais elle arrive quand même à les suivre. Alors, je garde très peu de souvenirs, malheureusement, au bout d'1 mois et demi de cette lecture. J'ai trouvé que c'était une lecture assez dense, un univers assez singulier, où on reprend cette thématique, vous savez, écologique avec la forêt, face aux hommes, comme c'est une tribu qui est chasseuse, qui tue beaucoup d'animaux, qui a un manque de respect et tout, et que les Shagai veulent tuer plus ou moins les chasseurs. L'héroïne Eten, elle se retrouve mêlée à tout ça par l'intermédiaire de Z, parce qu'ils vont réussir à s'évader du temple, enfin je vous raconte pas tout. Mais l'histoire, elle ne tient qu'en 2 tomes, et moi j'ai trouvé que ça faisait beaucoup d'informations en peu de temps. Alors est-ce que c'est moi qui l'ai lu trop vite? Peut-être. Mais même si l'histoire était relativement intéressante, j'aurais bien voulu qu'elle s'étale sur plus de tomes pour pouvoir un peu plus diluer les choses et que la compréhension se fasse plus facilement. J'ai été voir les avis des gens, les gens ont globalement apprécié, alors je ne dis pas que je n'ai pas aimé, mais après je peux comprendre qu'ils ne tiennent qu'en 2 tomes parce qu'il faut se dire que Zelian, donc la mangaka qui a créé le manga, elle est toute seule quoi. C'est pas comme au Japon où il y a un rythme assez frénétique et... où vous savez que les mangaka ils ont des assistants et tout, mais ils doivent rendre un chapitre toutes les semaines ou tous les 15 jours pour un magazine et tout, donc c'est pas du tout le même rythme que chez nous. Elle a pu faire son histoire, je pense que ça lui a pris plusieurs années parce qu'il faut écrire déjà le script, écrire l'histoire, et ensuite modeler les personnages, et ensuite tout mettre sous un recueil. Et je ne sais pas après le tenant et les aboutissants, si elle a eu le droit à une publication de 2 tomes ou plus, ou si c'est elle qui a voulu vraiment condenser toute son histoire dans seulement 2 volumes, je ne sais pas.
J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était assez... au niveau de l'ambiance, c'était assez onirique, on se retrouve un peu dans les montagnes. Ça me faisait un peu penser, vous savez, à des légendes un peu indiennes et tout, avec cette idée d'esprit dans la forêt. Enfin, c'était assez... Ouais, je trouve, même, vous voyez, même au niveau des tenues, je trouve qu'il y avait vraiment cette consonance-là, cet esprit-là, pardon. Mais ouais, sympathique, j'en garde très peu de souvenirs. Je me souviens vaguement de ce qui se passe, mais je ne vais pas vous dire à la fin. Mais j'ai trouvé que ouais, 2 tomes c'était assez court pour tout raconter, vu la richesse qu'il y avait de l'univers en fait. Après, c'est peut-être moi aussi. Hein. Mais à découvrir, franchement, rien que déjà savoir que c'est une mangaka française et que l'histoire quand même vaut le coup. Et que c'est vraiment assez dense. Ensuite, en deuxième lecture, alors je vous les ai pas mis dans l'ordre, hein, un livre que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps, donc c'est édité chez Brajlon, c'est L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas. Donc ici on va être sur une histoire de maison hantée, et il y a un créateur de podcast qui est assez renommé, qui décide d'inviter 4 auteurs célèbres d'horreur, du genre horrifique, le soir d'Halloween dans cette maison, pour créer un peu le buzz, parce que cette maison... elle défraie la chronique depuis son existence, il y a eu des meurtres, il y a eu tout ça, et elle est soupçonnée d'être hantée, donc histoire de mettre dans l'ambiance, soir d'Halloween, enfin vous voyez le truc. Et du coup je partais assez confiant pour cette lecture, et au final je ressors plutôt très mitigé et déçu. Alors il y a de bonnes choses, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bonnes. La première, c'est qu'on nous vend l'histoire d'une maison hantée, mais alors le temps que ça se mette en route les gars, le livre il fait 460 pages. Je vous promets que facile, les 300 premières pages, il se passe pratiquement rien. Donc l'histoire, elle va se dérouler en 3 ou 4 parties. Donc vous avez déjà la première partie où l'auteur va prendre le temps de nous présenter... Parce qu'il y a un truc qui est très intéressant, moi j'ai trouvé, je me coupe, mais... c'est que le prologue, on nous présente vraiment la maison. Et ça, j'ai trouvé que ça nous mettait tout de suite dans l'ambiance, c'était vraiment sympa. Le pourquoi du comment, l'origine, pourquoi les fantômes, pourquoi si. Donc on découvre vraiment toute l'origine de la maison. Et les derniers habitants de la maison, donc c'est 2 femmes, et c'est assez flou l'histoire qui se passe autour d'eux, et les femmes sont assez bizarres, enfin il y a toute une atmosphère assez étrange autour de tout ça. Ensuite on va passer aux auteurs, donc on va nous présenter, il y a 3 hommes et une femme, on va nous présenter les auteurs un par un, on va nous expliquer le pourquoi du comment. Donc il y a des auteurs qui sont un peu passés de mode, il y en a d'autres qui vont être cultes, et qui ont inspiré les jeunes auteurs derrière, dont la femme et l'homme. Il y en a une qui va être vraiment sur de l'horreur assez sexuelle, imagée. Et il y a un autre qui va être sur une horreur plus classique. Il y en a un autre qui va parler plus pour la jeunesse. Enfin, il y a vraiment 4 profils assez différents. Donc les personnages sont assez bien travaillés. Moi j'ai beaucoup aimé même l'autrice qui se laisse pas faire. On comprend aussi également derrière tout ça, c'est que l'auteur a voulu nous montrer que justement ces auteurs-là d'horreur ont choisi l'horreur pour une raison bien concrète. Et on va découvrir le moteur même du pourquoi ils écrivent. Pourquoi sur une certaine thématique et sous-jacent. Alors des fois c'est expliqué de façon très claire et d'autres fois c'est un peu plus implicite. On va découvrir leur passé et ce qu'ils ont vécu dans leur passé qui les a traumatisés pour en venir à ce qu'ils font aujourd'hui. C'est français ce que je dis. Vous comprenez quelque chose, j'espère. Donc il prend vraiment le temps de mettre en place, et c'est ça le problème, c'est qu'il prend le temps de trop mettre en place. Donc il va vous faire la première partie où il va présenter les principaux personnages, donc en l'occurrence les auteurs. La deuxième partie, on va se trouver dans la maison, et ce qui m'a gêné, c'est que l'auteur nous dit attention, là on arrive dans la maison, il va se passer des trucs, et là t'attends. Et régulièrement, sans que ce soit trop lourdingue, mais régulièrement, il nous met l'eau à la bouche, il nous dit attention, il va se passer ça, attention, là il se passe un petit truc, donc vous avez 2 petits trucs qui mettent dans l'ambiance. Mais au bout d'un moment, moi je me suis lassé, ça m'a fatigué, parce que je me dis, vas-y là, tu nous mets dans l'ambiance, c'est bien, mais au bout d'un moment, passe la seconde, quoi. Vas-y, il faut... Et du coup, ça tarde trop à arriver, et quand ça arrive, moi ça faisait un peu le pétard mouillé, et en plus, il arrive... On va être quand même dans la maison hantée, mais en même temps, je trouve qu'on n'est pas vraiment dedans. Je peux pas vous dire pourquoi, mais la dernière partie va aborder un truc... On est dedans sans être dedans. La chose qui m'a plu, c'est vraiment la fin. La fin était vraiment pas mal. Le dernier paragraphe, enfin les dernières pages du bouquin nous laissent vraiment sur un truc sympa. Mais après, c'était trop loin d'amarrer. C'est dommage parce que les personnages étaient vraiment bien construits.
Moi j'ai beaucoup aimé toute cette réflexion sur les auteurs, ce fait d'écrire pour exorciser. Il y a tout un truc vraiment sympa là-dessus, mais le coup de la maison hantée... Donc ouais, donc je vous le recommanderais pas parce que même si les personnages étaient sympas, je trouve que l'histoire elle est assez inégale et que l'action arrive vraiment trop tard et c'était pas assez équilibré, je trouve, c'est dommage. Donc il a vraiment construit son travail sur ses personnages au détriment du reste et c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu faire quelque chose de vraiment très chouette. L'idée de base était vraiment sympa. Mais je trouve que c'est assez mal maîtrisé. Mais bon. Donc suite à ça, j'ai découvert un autre ouvrage. Alors là, on est sur quelque chose d'assez différent. On va être plus sur un livre document. Donc aux éditions Cernunnos, Maudit, Histoire et légende des objets ensorcelés de J.W. Hawker. Donc ici, pour faire simple, on va être vraiment sur un cabinet des curiosités, mais version livre. L'auteur va nous mettre en avant mais différentes choses en plus qui vont être cataloguées et hiérarchisées dans le livre. Tout va être assez classé. Donc j'essaie de vous trouver une belle photo, pas n'importe quoi. Donc vous allez avoir un passage sur des statues. Vous allez avoir un autre passage sur une horloge. Vous pouvez vous retrouver aussi avec une poupée. Également avec des meubles aussi ou des monuments. Enfin c'est vraiment assez, vous voyez là on est sur un meuble. Et en fait si on reprend le livre au début pour que je vous dise pas de bêtises. Donc voilà, il va faire quand même classer toutes les choses. Donc il va y avoir les objets, donc ça peut être une épée, une momie, un bijou. Ensuite on va être dans tout ce qui est cimetière. Donc ça va être plus sur tout ce qui est pierre tombale ou statue. On va être dans tout ce qui est grenier avec ce qu'on peut trouver dans le grenier. Donc ça va être des objets genre un vase, un fauteuil, un tableau. Sur également tout ce qui va être des monuments. Et sur d'autres choses. Moi ce que j'ai bien aimé c'est que à travers ce livre là on va voyager beaucoup. Alors que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau des pays. Parce que dès qu'il va présenter un objet, il va revenir sur la légende qui l'entoure. Mais également sur les croyances. Par exemple, si c'est quelque chose qui vient d'Orient, d'un certain pays spécifique, on va nous expliquer tout le pourquoi du comment derrière. Par exemple, vous avez au tout début... alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Donc là, on est vraiment au début. On va revenir sur les Taonga Maori. Donc, on va nous expliquer ce que c'est. On va nous expliquer les croyances des Maoris. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, que ce soit historique avec toutes ces légendes. L'auteur va se permettre aussi de revenir sur les différentes sources, parce que des fois, d'une légende à l'autre, même si c'est le même objet, ça diverge les points de vue. L'auteur va jamais prendre position non plus. Il va dire, ouais, bon, est-ce que vraiment les objets sont possédés, ou les objets sont possédés dans le sens où les gens y croient tellement que ça provoque des trucs et on remet ça sur le dos de l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'auteur, il prend jamais position. Et on va être sur des histoires alors très connues. Bon, là je vous fais un exemple, vous avez Annabelle. Donc d'où vient l'existence d'Annabelle avec les Warren et tout ça, à travers les films et tout, qu'on connaît tous du coup maintenant. Vous avez également Toutankhamon, c'est pareil, c'est quelque chose qui a défrayé la chronique. On va y revenir également. Et l'auteur ne se contente pas d'essayer de persuader les gens que les objets sont maudits. Mais que vraiment derrière ça... des fois c'est un peu exagéré pour donner un peu une ambiance sur des espèces de légendes urbaines ou légendes locales, vous voyez. Et au final, quand moi je suis ressorti de ce livre, je me dis en fait tout et n'importe quoi peut être maudit quoi. Il y a vraiment des trucs, tu te dis ah ouais, enfin c'est assez bizarre. Après ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi des musées. Et par exemple vous avez le musée, je sais pas pour ceux qui suivent l'équipe des Ghost Adventures qui ont sorti... qui ont ouvert un musée avec plein de trucs, mais il paraît que c'est beaucoup d'artifices et qu'au final, on nous joue un peu de la flûte et on veut vraiment nous mettre dans une ambiance, on se demande s'il n'y a pas des comédiens derrière pour vraiment appuyer les choses. Et du coup, le créateur de ce musée, qui est un des fondateurs des Ghost Adventures, a vraiment été chercher des objets dans le monde entier, et tu te dis, si vraiment les objets sont maudits, qui sont tous concentrés dans la même pièce, vous imaginez au même endroit, ça deviendrait l'apocalypse quoi. Mais franchement intéressant pour l'historique qui en ressort, les légendes, les traditions, les coutumes.
Et on fait un beau voyage à travers le globe et à travers l'histoire. Donc le livre en plus en soi, je trouve qu'il est vraiment, vraiment de qualité. Il coûte 25 euros, mais les pages sont assez épaisses. Vous avez quelques images couleurs. Et on revient sur vraiment plein de choses. Vous avez même des tableaux. Enfin, on revient sur plein de trucs. Et c'était vraiment intéressant. Et j'ai passé un super moment avec ce petit livre. Et j'ai appris des choses. Parce que je connaissais déjà certaines légendes ou certains objets et leurs origines. Mais il y a des autres trucs que j'ai découverts. Et c'était vraiment sympa. Ça se lit bien parce qu'en plus, l'auteur, quand il revient sur un objet, ça fait 3-4 pages. Bon, c'est écrit petit, mais vous voyez, vous pouvez le lire petit à petit. Hein. Vous voyez, c'est toujours 3-4 pages. C'est jamais non plus trop lourdingue. Donc on peut lire quelques pages par jour, par-ci, par-là. Et ceux qui sont vachement cabinet de curiosité et qui aiment tout ce qui est histoire d'objets et tout, et là, du coup, maudit, un peu creepy, c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai découvert cette œuvre-là de Clamp. Alors, je sais pas si vous le savez, mais moi, le groupe de mangaka Clamp, c'est 4 femmes, je les adore. C'est celles qui ont fait Cardcaptor Sakura, qui ont fait Crossoli, qui ont fait Tsubasa Reservoir Chronicle, Ducalion, enfin ils en ont fait plein. Et il y a quelques années était sorti Kobato, donc chez Pika Édition, et moi j'étais procuré, je crois que c'était les 2 premiers, et j'avais abandonné parce que, je ne sais plus la raison, enfin bref. Et du coup par la suite, ils étaient plus édités, donc moi j'étais un petit peu dégoûté. Et là ils se sont remis l'année dernière à les éditer, donc j'ai réussi à me procurer les 6 tomes, donc je suis plutôt content, et j'ai enfin pu découvrir cette œuvre, donc Kobato. Et au final, et quoi vous dire, c'est pas ma cam. Donc je suis super content d'avoir retrouvé le graphisme. Alors ici on suit une jeune fille qui s'appelle Kobato, qui est un peu bête, qui est avec un chien qui s'appelle Yoryogi, donc c'est un chien en plus qui l'aide. Et en fait, ça a l'air d'être un peu son professeur, ou enfin son maître, son mentor, il y a quelque chose dans le genre. Et Kobato, on a l'impression qu'elle n'est pas très à l'aise avec notre monde à nous. Il y a des moments où on voit qu'elle est un peu bête, un peu naïve, il y a des coutumes ou des choses à faire, elle ne sait pas trop, elle est assez maladroite. Et elle a une mission à accomplir, c'est qu'elle doit aider les gens. Alors attendez, c'est quoi ? Elle doit remplir une bouteille magique de sentiments blessés. Mais en premier lieu, elle doit acquérir la mystérieuse bouteille. Et je ne sais plus c'est quoi sa mission, vous voyez, ça m'a tellement marqué. Voilà, c'est ça. Au début, elle doit d'abord récupérer la bouteille, pour ensuite avoir les sentiments blessés des gens et les mettre dedans. Donc c'est sa première épreuve donc, lors du premier tome, mais je crois un petit peu dans le deuxième. Elle doit donc réussir à avoir cette bouteille de sentiments blessés. Et pour ça, elle doit se faire aux coutumes et à la vie des gens dans notre monde. Donc vous voyez déjà qu'il y a un décalage. Parce que derrière, elle a une mission, pas une mission, mais elle a un vœu. Et si elle remplit la bouteille de sentiments blessés, elle pourra accomplir son vœu. Et elle a un temps limité, je sais plus, je crois que c'est 6 mois ou 9 mois, quelque chose comme ça. Et donc du coup, on va partir là-dessus. Donc moi, je suis déçu dans un sens déjà, c'est que bon, très vite, elle récupère la bouteille. Donc ensuite, elle doit la remplir. Et elle va se mettre à travailler dans un centre pour enfants, je sais plus si c'est une école ou une crèche. Je crois que c'est une crèche. Et je m'attendais à ce que de tome en tome, on change d'endroit et qu'on voit d'autres personnes et qu'elle aide d'autres gens. Et en fait, non, on va rester dans la crèche tout le temps. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu lassant parce qu'on suit toujours les mêmes personnages. Du coup, l'histoire, très vite, on sait le pourquoi du comment. Elle va s'attacher aux gens et elle va les aider. Il y a différents problèmes au sein du truc. Mais le truc qu'il n'a pas vu, le petit Laurent, parce que des fois, Laurent, il n'est pas très intelligent. Je sais pas si vous le verrez là. Est-ce que ça fait focus? Non. Donc, c'était un shoujo, en fait. Mais c'est quelque chose d'assez... Les shoujo, il y en a des très bien, attention, hein, je ne critique pas. Hein. Mais là, c'est assez naïf. Je pense que ça concerne plus des enfants d'une dizaine d'années. Je sais pour des jeunes filles ou des jeunes garçons aussi qui peuvent aimer ça. Il n'y a pas de problème. Mais ça reste assez enfantin, c'est plein de bons sentiments. À un moment, on va avoir une histoire avec un Yakuza, mais le Yakuza, il fait un peu top modèle, il fait pas vraiment peur, il n'est pas vraiment méchant. Il va laisser, si, à un moment, pas des injures, mais des menaces, mais ouh. De ça, donc vous allez découvrir du coup l'histoire de Kobato qui essaye de mener sa mission à bien et de retrouver les sentiments blessés, mais on va aussi découvrir l'histoire de ce petit chien-là, donc Yoryogi. Pourquoi c'est un chien en plus et tout? Il y a toute une histoire derrière qui va se raccrocher du coup à celle de Kobato. C'était vraiment sympa, mais avant d'arriver à la fin, j'avais compris, pas tout, mais j'avais compris certains trucs. Je me suis dit, ah oui, d'accord.
Donc j'ai lu ça assez vite, alors peut-être que le fait que j'ai enchaîné les tomes a fait que j'ai pas trop apprécié, mais je trouvais que c'était un peu léger, un peu très fleur bleue, très niais. Enfin c'était sympathique, mais c'est pas l'œuvre de Clamp que je vais retenir le plus. Moi je vais vous montrer quand même, donc là vous aviez le tome 1, là le tome 2, mais on le voit déjà aux images, mais Clamp est vraiment, vous voyez, c'est plein de petites fleurs, c'est tout joyeux, tout. Je suis content de les avoir malgré tout, hein, mais ça reste pas une œuvre qui va me marquer de fou, quoi. Celui-ci, et puis vous voyez au fur et à mesure, jusqu'à... C'est de pire en pire en plus le fleur. Mais je suis content de l'avoir quand même dans ma collection, parce que c'est Clamp et que j'aime beaucoup ces filles-là. Mais j'en garderai pas un souvenir impérissable. D'ailleurs j'ai déjà oublié la moitié de l'histoire. Et pour terminer ce bilan de lecture, je vais vous parler de le deuxième tome de la série The Circle, chapitre 2, Feu. Donc je vous avais déjà montré plusieurs fois, ça y est, je l'ai enfin lu. Donc un beau bébé, hein, mais ça se lit assez vite, c'est écrit assez gros. Donc si vous vous souvenez, dans cette histoire, donc je vais être assez bref, hein, parce que c'est une suite de séries, mais on suivait un groupe d'adolescentes qui découvraient qu'elles étaient sorcières et qu'elles devaient éviter que le monde sombre dans l'apocalypse. Alors quand on sort ça comme ça, vous vous dites, ouais, le synopsis, on l'a vu 50 000 fois. Alors j'ai envie de vous dire oui, mais non. Parce que déjà, c'est écrit par des Suédois ou des Danois. Attendez, j'ai un petit doute, je vais vous dire ça. Suédois. Donc déjà, c'est d'urban fantasy, on va dire, suédoise. Donc les codes ne seront pas vraiment les mêmes que chez nous, je trouve. Parce que je sais que j'entends régulièrement, en l'occurrence Séverine, des gens qui lisent du thriller nordique, que c'est assez lent. Et là, c'est le même principe. Parce que même si je ne me suis pas ennuyé un seul instant, et moi je m'étais attaché beaucoup aux personnages dans le premier tome, donc dans le deuxième, ben, c'est encore pareil, hein, je suis toujours attaché à eux. On raccroche assez vite les wagons, d'ailleurs c'est ça qui est bien, parce que j'aime bien quand les auteurs reviennent avec une suite de séries. Bon. Le mieux dans tous les cas, c'est d'avoir, quand on lit un nouveau tome d'une série, c'est d'avoir soit un résumé en début de roman, soit qu'il l'intègre. Parce que moi, les séries où tu reprends et que tu sais plus ce qui s'est passé avant et que l'auteur n'était absolument pas, ben moi j'abandonne, quoi. Donc là, les deux auteurs, donc c'est un homme et une femme, je pense. Donc c'est Sarah B. Elfgren et Mats Strandberg. Donc c'est chez Pocket, pardon, je vous l'ai pas dit. Et ici, les auteurs, ils vont petit à petit nous réintégrer les personnages, nous expliquer ce qui s'est passé dans le tome précédent. Mais ça passe tout seul. C'est petit à petit qui nous intègre les choses. Alors j'avais un petit peu peur quand j'ai recommencé, parce que le précédent, moi je l'ai lu à Halloween, mais l'année dernière. Je me suis dit, ouais, faut que je raccroche les wagons, ça va être chaud. Et en fait, pas du tout. Ça a été très simple. Ce que je trouve d'original aussi dans cette série, c'est qu'on est avec 6 jeunes filles. Et que ces 6 jeunes filles-là, elles ne deviennent pas amies en 2 secondes. Elles ne maîtrisent pas leur pouvoir en 2 minutes. Elles sont vraiment opposées parce qu'il y en a une qui va être une vraie garce dans l'histoire, mais qui est vraiment méchante, quoi. Qui est vraiment dans le jugement. C'est pas juste je suis garce parce que je suis badass, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Et on va pas seulement se concentrer sur le fait, elles vont pas se définir ces personnages-là juste parce que le fait qu'elles sont des sorcières. Ils laissent vraiment une grande place à leur vie privée, donc on va les voir au lycée. C'est pas parce que du jour au lendemain elles deviennent sorcières qu'elles vont être beaucoup plus appréciées. Vous avez par exemple le personnage d'Anna Karine qui est en surpoids, enfin qui a des formes, et du coup elle se cache sous des vêtements, elle s'habille en jogging, donc elle s'habille de façon qui la mettent pas en valeur, mais pour pouvoir se camoufler. Elle est très timide, personne ne la voit dans le lycée, elle essaie d'être invisible le plus possible, de ne pas faire de vagues. Et à l'opposé, vous en avez une autre qui s'appelle Ida, et alors elle, c'est la garce de service, elle s'habille, attention, c'est elle qui mène la baguette dans le lycée, vous voyez, c'est comme dans les séries télé, ils avaient la garce, quoi. Mais elle est plus nuancée, après, au-delà de tout ça, on le voit dans le deuxième tome, les personnages vont être un peu plus nuancés, ils vont prendre conscience de certaines choses, il y a vraiment une évolution. Par contre, même si c'est un roman qui aborde la sorcellerie, les démons, la magie, j'ai lu, je pense, le livre il fait 820 pages. Sans mentir, les 300 premières pages, on n'entend pas vraiment parler de magie, un petit peu, mais ça reste assez sous-jacent. Et on va vraiment rester sur l'histoire des filles en fait. Et après, petit à petit, ils vont amener le truc. Alors moi, je m'ennuie pas parce que moi, j'aime bien ce qui se passe. Je trouve ça intéressant de donner, parce qu'il y a quand même une importance faite, donc comme je vous dis, il y a la discrimination. Il y a Anna Karine, ce qu'elle subit vis-à-vis de son poids, qu'elle en prend plein la tête, le harcèlement scolaire, voilà, chercher mon mot. On va être ça. Il y en avait une autre qui s'appelle Linnea, qui est gothique.
Donc elle a une tenue assez particulière, elle le fait exprès. Elle fait exprès de se montrer pour dire aux gens je vous emmerde. Et pareil, elle en prend plein la tête aussi. Alors peut-être ça, vous en avez l'autre, c'est Minot. Minot, elle va être plutôt la première de la classe, donc c'est la petite fille sage, on n'essaie pas de voir au-delà, vous voyez le genre. Et c'est vraiment tout un panel de personnages qui est vraiment intéressant parce que chaque adolescente ou chaque adolescent qui lit ce roman, bon, moi l'adolescence elle a un petit peu périmé maintenant, on est un peu passé à ce stade supérieur, mais peut s'y reconnaître, on peut s'y retrouver. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment amené dans ce côté-là, il y a autant le côté magique que le côté social, et que j'ai trouvé ça intéressant. On n'est pas juste là pour montrer des filles qui se deviennent des sorcières et qui deviennent badass d'un seul coup, vous voyez ce que je veux dire. Et on sent qu'il y a une petite recherche qui est faite également sur tout ce qui est sorcellerie. Il y a vraiment mis en avant cet effet de sororité entre les filles, même si c'est vraiment très très compliqué parce qu'elles peuvent vraiment pas se sentir, quoi. C'est pas parce qu'elles sont vouées suite à une prophétie à devenir des élus qu'elles vont devenir potes à côté. C'est vrai que vous voyez certaines séries, à partir du moment où elles ont des pouvoirs, ah, on devient des super copines ou des super copains. Là, pas du tout, quoi. Elles peuvent pas se sentir, elles s'évitent, quoi. Au lycée, elles se parlent pas. Entre certaines, il y a des alliances qui se font, où il y a une amitié qui naît, mais c'est assez compliqué. Et ça prend vraiment son temps. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, jusqu'à la fin, où les dernières pages, vous les lisez assez vite, parce que on revient forcément sur cette histoire d'apocalypse, et on sait le pourquoi du comment. Il y a un côté assez noir, j'ai envie de dire, parce qu'il pose des trucs assez what the fuck. Parce qu'en général, quand vous lisez ce genre de trucs, les héros sont indestructibles, sont invincibles et tout ça. Et là, sans vous spoiler plus que ça, vous verrez que vous allez être surpris par certains événements auxquels vous y attendiez pas du tout. Et je me suis dit, ah, c'est plutôt pas mal. Et je trouve que pour du... J'étais... Enfin... Je trouve que, voilà, je suis content d'avoir découvert une œuvre d'urban fantasy suédoise. Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes codes que chez nous. Que ça change un peu, que ça change même beaucoup. Et que c'était vraiment agréable. Donc moi je lirai le dernier tome, il m'en reste un. Alors attendez, je ne l'ai pas sur moi, mais c'est celui-ci. Le chapitre 3, c'est la clé. Donc c'est pas une série très très longue. Bon, le tome 3 est encore plus gros que le 2. Mais voilà. Même si à au début j'ai un petit peu dédarçonné, parce que je me suis dit au bout de 300 pages, je fais c'est bon, ça va bouger un peu. Enfin, même si j'ai rien, je suis content de retrouver les personnages, mais on n'en apprenait pas plus. Et au final, d'un seul coup, on va en apprendre plus sur tout ce qui est mythologie autour de ces sorcières-là et tout ce qui gravite autour. Et on sent que c'est réfléchi par les auteurs. Alors, il y a un seul truc que je trouve parfois un petit peu bizarre, qui me désarçonne moi personnellement, c'est qu'il va se passer certaines choses, je l'avais déjà dit pour le tome 1, il y a certaines choses qui vont se passer, des événements assez importants, et des fois le chapitre se coupe. On passe à la suite, par exemple, je sais plus, il se passait un truc à un moment avec un des personnages, et on savait que la situation dans laquelle elle est, cette fille-là, les 5 autres vont être confrontés à ça aussi. Et au lieu que les auteurs vont les énumérer un par un, bah alors il va se passer ça, il va y avoir ça. Vous voyez, eh ben, ils coupent court, on passe des fois aux 3 ou 4 jours après, au chapitre d'après. Et là, les auteurs nous font comprendre que ça y est, elle le sait déjà, qu'on avance dans l'histoire. Il y a des moments où je trouvais que c'était bien vu, mais il y a d'autres moments où j'aurais voulu avoir plus de détails. On apprend juste qu'il s'est passé un truc, et pouf, on arrive une semaine après, le personnage est déjà au courant, paf, on passe à la suite. Donc quand je vous dis ça, on a l'impression d'avoir cet élément de rapidité, de ne pas avoir de longueur et tout, et au final, le livre, il fait tout ça quand même. Mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que on n'identifie pas les filles juste comme des sorcières, mais également des adolescentes qui ont des problèmes comme tout le monde. On reste sur quelque chose d'assez réel. C'est pas des petits personnages que vous savez qui sont comment dire, qui ont toutes les qualités requises, que c'est les bonnes petites filles, qui n'ont pas de défauts et tout. Là, franchement, ils ont des défauts parce que Linnea, c'est loin d'être une fille sage. Les autres aussi, on sait que c'est des filles qui ont 17 ans, elles ont des petits copains et elles ne font pas que les regarder dans les yeux. C'est vraiment clairement dit dans le roman. Et j'ai trouvé que ça reflétait, alors peut-être pas la jeunesse d'aujourd'hui parce que je suis mal placé pour le faire, moi ça fait longtemps que je suis plus jeune, mais quelque chose de plus réel et de plus concret, je trouve, que certaines séries où c'est la fille, elle n'a pas de défaut, elle est bien gentille, on lui donne des pouvoirs, mais oh là là, non, non, elle va pas les utiliser parce qu'on lui a dit qu'il fallait rester sage, des pouvoirs c'est pour défendre l'humanité, pas pour s'en servir à profit personnel, vous voyez ce que je veux dire, que là, pas du tout. Et franchement, je sais pas si c'est encore disponible, parce que moi j'avais acheté, je les ai achetés il y a longtemps, hein, mais j'avais acheté le premier tome, j'avais vu le film, j'avais acheté ensuite le deuxième tome et j'avais quitté quand le troisième allait sortir, sans en avoir lu un, mais j'avais beaucoup aimé le film, donc je me suis dit le livre, il y a de grandes chances que j'adhère.
Et je les avais achetés quand c'est sorti, mais je pense que ça peut être encore disponible. Donc à la base, c'était paru chez Outre-Fleuve. C'est sorti, le dernier tome est sorti en grand format le 11 mai 2017. Donc je pense que... Ouais, donc il a dû sortir en 2018 en France. Mais il y aura que 3 tomes, j'espère que c'est la fin. Enfin, que je me... qu'ils ont... Quand je vous dis c'est la fin, j'espère que tous les tomes sont sortis en France, quoi. Mais une bonne série, franchement j'ai bien aimé. Donc voilà, donc pour le Pumpkin, je ne vous embêterai plus avec ça. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, et moi je vous dis à plus tard. Salut.